Il est 17h59, on va attendre pile 18h pour le lancement du live. Ok, c'est bon. Alors, enchantée, bienvenue à tous les spectateurs. Je me présente, Anan Djafri, je travaille à l'Institut européen d'écologie et on fait un live aujourd'hui avec Dominique Hennequin. Je vous laisse vous faire une courte introduction. Bonsoir, moi je suis Dominique Hennequin, je suis producteur, réalisateur de films documentaires pour une part sur l'environnement, la nature, et je pense que c'est ce qui nous intéresse ce soir. Voilà, je suis originaire de Metz, je suis membre de l'Institut européen d'écologie, je me sens un peu chez moi ce soir, et bonsoir à tous. Il est membre du conseil d'administration, mais moi j'ai pas trop l'occasion de le rencontrer ou d'échanger avec lui, donc je vais en apprendre sur lui en même temps que vous. On a retenu beaucoup de questions, et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas dans les commentaires à les ajouter. Je vais commencer par des questions un peu plus personnelles. Quel est votre parcours et quelles sont vos études ? Moi je viens du journalisme, j'ai été correspondant de TF1 à Tours puis à Metz pendant une dizaine d'années. Après j'avais très envie d'aller vers des formats plus longs, le magazine puis le documentaire. Ça a été mon parcours un peu au fil du temps. Au tout début j'ai commencé par faire de la radio et donc depuis 15 ans je suis producteur, réalisateur pour une société qui s'appelle Nomade, qui est située à Metz et qui travaille pour Arte, France Télévisions, TF1, différents médias. Vous avez travaillé pour beaucoup de médias et j'ai retenu là la radio. Votre expérience radio, c'était la création d'émissions ou alors vous étiez à l'antenne La radio au départ c'était interviewer mes cousins, mes frères et sœurs dans une radio imaginaire. Et puis très vite il y a eu les radios libres et j'ai pu me former à la radio par ces radios libres. Ce qui fait que le jour où j'ai postulé dans une chaîne, je savais poser ma voix grâce à la radio. Et puis assez rapidement la télévision est arrivée un peu par hasard parce que moi au départ c'était le média radio. Et puis le hasard m'a mis sur le chemin de l'audiovisuel. J'ai fait un premier film sur un raid humanitaire qui était en Afrique. Je suis parti avec ce raid qui déposait des projets humanitaires un petit peu partout, sur tout l'Ouest africain. Ça a été ma première expérience de l'Afrique. De ce voyage, j'ai tiré un film qui était mon premier film. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce continent. Je me souviens que quand je suis rentré pendant 3 semaines, j'ai pas touché terre parce que, c'est le cas de le dire, j'arrivais pas à atterrir. Et ça a été ma première expérience audiovisuelle. Et par ce film que j'ai envoyé à TF1 et Antenne 2 à l'époque, j'ai été pris en stage. Et de ces stages, j'ai commencé à faire des premiers remplacements. Puis un jour, on m'a proposé un poste de correspondant. Je suis resté à Tours, puis je suis venu à Metz. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des projets un peu plus longs et que plus je faisais des projets longs, plus j'avais envie d'en faire parce que en fait l'actualité me convenait de moins en moins parce que dans l'actualité pour le 13h ou le 20h on est toujours dans l'urgence et j'avais envie de prendre du temps avec les gens, j'avais envie de prendre du temps dans ma réalisation, de partager des choses différemment avec les gens avec qui me faisaient confiance pour ces films. Et donc le format long permet ça. Le format long permet de ne pas bousculer les gens avec qui on tourne. Voilà. Donc ça c'est mon parcours qui fait qu'au fur et à mesure je suis allé vers le documentaire et le reportage de magazine qui permettait d'avoir ce temps vraiment de partage, de comprendre, d'aller au fond des choses, de se laisser le temps aussi du montage pour revenir dessus, pour faire en sorte qu'à la fin le film soit vraiment abouti. Voilà. Et donc vous avez eu une formation scolaire plutôt journalistique. Vous vous êtes formé au niveau
de la vidéo et du montage durant les stages que vous avez évoqués ou par ailleurs? Non, non, moi j'ai fait une formation, une maîtrise d'information communication, mais je l'ai fait vraiment un peu pour la forme, parce que déjà, depuis l'âge de 17 ans, je faisais de la radio et assez vite, je gagnais même un peu ma vie grâce à ça. Et moi, j'ai fait l'école vraiment, je dis souvent, j'ai fait mon compagnonnage de journaliste et je l'ai fait sur le terrain et c'est comme ça que j'ai appris. J'ai pas fait d'école, à la différence de mon fils aîné là, qui est en train d'en faire une à Paris. J'ai eu ce parcours, ce chemin qui petit à petit m'a mené vers le professionnalisme. Est-ce que ce serait encore possible aujourd'hui? Certainement, de façon sans doute plus difficile, mais j'ai bénéficié des radios locales, j'ai bénéficié de tout des moyens de communiquer, de produire, qui m'ont bien formé, qui m'ont permis d'avancer sur mon chemin professionnel. D'accord. Donc j'avais retenu pourquoi un intérêt pour le cinéma, mais je peux voir qu'au final il est né petit à petit par rapport à la radio et à vos expériences, c'est ça? Ou alors c'est quelque chose qui était plutôt inné Au départ, j'étais pas forcément attiré par l'image, et puis par ce parcours, je me suis mis à aimer énormément l'image et à avoir envie de faire des films, ça c'est sûr et certain. Donc c'est effectivement une passion qui est née au fur et à mesure, même si j'avais déjà une passion pour le cinéma, que j'allais énormément au cinéma. Mais là je fais plutôt d'ailleurs des films pour la télévision, du documentaire télévisé que du documentaire à destination du cinéma, même si on a produit un film récemment qui s'appelle J'irai décrocher la lune, qui sera diffusé au festival là, au mois de novembre, qui est un film sur une expérience originale autour de la trisomie. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à produire ce film qui, pour le coup, était destiné au cinéma. Mais le documentaire au cinéma, ça reste encore exceptionnel. Donc on produit des films essentiellement pour la télévision, pour Arte, France Télévisions, entre autres. Par rapport au documentaire télévisé, on a eu récemment un réalisateur qui est venu à l'Institut et il me disait qu'ils avaient certaines contraintes par rapport au format. On m'a parlé des 52 minutes. Est-ce que c'est embêtant pour vous de devoir vous restreindre? Et est-ce que par exemple pour le film que vous n'avez pas produit pour la télé, vous avez été au-delà? Oui, alors c'est une bonne question parce qu'effectivement, en télévision, c'est 52 minutes. Pourquoi 52 minutes? Parce que c'est 52 minutes de film et 8 minutes normalement de bande-annonce et de publicité. C'est un format américain qui s'est imposé à la télévision et c'est une sorte de fourche-colline un peu dans laquelle il faut passer. C'est un mode de production pour la télévision et il faut l'accepter, il n'y a aucun problème. Après, des fois, quand un film nous tient à cœur, qu'il a un potentiel pour aller en festival, pour avoir une autre vie, on fait une autre version. La série qu'on a faite pour Arte, des bêtes et des sorcières, qui raconte tous les animaux mal aimés, série qui a été beaucoup tournée ici dans la région, on en a fait une version 60 minutes pour les festivals. Et il était sélectionné, malheureusement, le festival vient d'être annulé au festival de Minigoutte. Et il a été programmé la semaine dernière au festival de Namur. Et c'est une autre manière de faire vivre les films. Donc, quand on a un potentiel sur un film, on aime bien faire une version différente, qui est pour le coup notre version à nous, et qui n'est pas forcément une version 90 minutes, parce que c'est long, 90 minutes, mais on s'exprime mieux que sur un 52, on peut s'exprimer sur 60, 70 minutes, et faire le film finalement qu'on avait envie de faire en tant que réalisateur, sans la contrainte du diffuseur. Mais la contrainte du diffuseur, elle a ceci de bien qu'elle permet de financer le film, donc il faut l'accepter aussi. Donc moi, je ne suis pas un de ces réalisateurs qui crachent sur les diffuseurs. Au contraire, je les remercie parce que ça nous permet de faire des films. À charge pour nous après, si vraiment on a envie que le film ait une autre vie, de faire l'effort, de le remonter, de le monter à notre manière, et de lui donner une autre vie. Et puis peut-être que le format là aussi a été étudié de manière à ne pas faire décrocher le spectateur. Bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, il y a des règles de storytelling, pour utiliser un terme anglais, c'est-à-dire que effectivement, même chez Arte, on fait en sorte que le téléspectateur ne s'en aille pas. Et donc il y a une narration, il y a des codes
Voilà, et quand on produit pour la télévision, il faut accepter ces codes. Ok. Alors, je reviens sur vos postes. Donc, vous avez eu plusieurs postes, plusieurs casquettes. Ouais. Quel serait pour vous le préféré entre journaliste, producteur, réalisateur Ben, c'est un tout, c'est difficile de choisir. Chacun a son utilité. Bien évidemment, quand je fais un film de découverte, j'ai plus envie de faire un film d'investigation après. Et quand j'ai fait un long moment sur l'investigation, j'ai plus envie de retourner vers la découverte. Et j'ai ce luxe extraordinaire de pouvoir alterner souvent les deux. D'avoir mon aspect plus réalisateur, journaliste sur les films d'enquête, d'avoir mon aspect plus réalisateur, film de découverte sur d'autres projets. Et puis le rôle du producteur, je suis devenu producteur pour produire au départ mes propres films. Et petit à petit, je me suis ouvert à la production d'autres réalisateurs. Et c'est un travail vraiment super intéressant qui nécessite beaucoup d'investissement pour accompagner ces réalisateurs. Et c'est un travail aussi enrichissant, différent. Donc moi, j'ai du mal à choisir entre les trois fonctions. Je pense que c'est un tout, que c'est mon parcours et que j'ai pas très envie de choisir en fait. Et si on a par exemple des réalisateurs qui nous regardent, qui sont amenés à regarder cette vidéo et qui seraient intéressés, comment ça se passe? Est-ce que les personnes viennent vous proposer des projets ou alors c'est des personnes que vous connaissez, vous avez déjà travaillé avec eux, qui vous produisez? D'abord, je pense que c'est une rencontre avec un réalisateur. On a fait pas mal de premiers films, c'est pas toujours évident les premiers films parce que le premier film d'un réalisateur, c'est le film de sa vie, et voilà, mais on en a fait, et puis on recherche nous plus particulièrement aujourd'hui des réalisateurs aguerris qui ont un vrai propos, qui ont un projet, et on essaye de les accompagner le mieux possible dans leur production et dans leurs films. Ok, donc vous parlez au pluriel, ça veut dire que vous avez une équipe avec vous? Oui, mais je ne suis pas du tout tout seul. Il y a une équipe de production. Je travaille avec mon épouse qui s'occupe de l'administratif, ce qui n'est pas la partie la plus évidente. Les plans de trésorerie, c'est pas ce qui est le plus fun dans ce métier. Avec Julie Buchstein, qui est la directrice de production, qui est vraiment d'un soutien important parce qu'elle s'occupe de tous les dossiers avec le CNC, de tout le suivi de la production. C'est pour moi un grand confort quand je pars en tournage de savoir qu'elle est là. Il y a Paul Bondeau maintenant qui est rentré dans l'équipe comme assistant de production. Et puis il y a toute l'équipe des réalisateurs, des auteurs, des caméramans, opérateurs de prise de vue, ingénieurs du son, monteurs, ingénieurs mixeurs, étalonneurs, l'étalonnage étant tout le travail sur l'image pour rendre le film parfaitement homogène. C'est un travail très important que les gens ne connaissent pas. On parle toujours de la réalisation, du montage, du mixage, on oublie l'étalonnage. Donc on travaille beaucoup avec Bertrand Ricciuti qui habite à quelques mètres de chez nous, chez Nomade. Et on se retrouve à la Casa Ricci pour en parler, donc c'est assez sympa. Voilà, et on a toute une petite équipe. J'aime bien parler de famille, même si on est dans le monde professionnel, mais c'est vrai qu'on a toute une équipe de gens extrêmement fidèles qui sont là depuis 15 ans pour la plupart. Et pour moi, c'est le meilleur des signes. Ça veut dire que si les gens sont toujours là, après 15 ans, ça veut dire qu'on a bien travaillé ensemble et qu'on a encore envie de travailler ensemble. On s'y sent bien, quoi. J'espère. Alors, donc, quand avez-vous réalisé votre premier film? J'en ai parlé tout à l'heure, c'était ce voyage en Afrique. Et donc à quel âge? Quel âge j'avais? C'est une bonne question, ça commence à remonter. Je ne sais même plus en quelle année c'était, 89 peut-être, mon Dieu. Et donc c'était ce film, et je parlais du premier film tout à l'heure des réalisateurs, qui est le film de leur vie. Pour moi, c'était le film de ma vie. À l'époque, on montait sur Beta, je crois, et il fallait faire des bancs d'éléments, le virtuel n'existait pas, il fallait savoir exactement ce qu'on voulait faire dans le film. On y a passé des nuits avec Cécile Jeannot, là, qui aujourd'hui est prof au lycée de la Com, et qui m'a aidé à l'époque pour monter ce film. Donc c'était la première réalisation, ça a été très fort parce que c'était ma rencontre avec l'Afrique.
Et j'y suis toujours revenu en Afrique en fait. Même si j'ai beaucoup voyagé en Asie ces derniers temps, c'est vrai que l'Afrique est un véritable coup de cœur. D'accord. Si vous pouvez juste reparler du titre du film, évoquer le titre De ce de film-là, votre premier film. ça, je sais plus comment il s'appelait ce film. C'était un film sur Il y cette... en a eu tellement Non. entre-temps. Non, c'était un film sur cette mission justement d'Air Solidarité, qui était une ONG qui allait à travers l'Afrique déposer des projets humanitaires. Et voilà. Et c'était ma première expérience. Après, il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. Après, je pourrais citer plein de films qui sont sur le parcours, mais c'est vrai que je ne regarde pas trop en arrière. J'aime toujours dire que mon film préféré, c'est le prochain. Et bon, c'est pas pour botter en touche, mais c'est la vérité. Je pense que voilà. Je ne regarde pas la liste de mes films, je ne regarde pas trop mes films. Jamais d'ailleurs, je crois. On a pu en parler, c'est une question que j'aurais aimé lui poser. Quel est votre film préféré? Mais en effet, il m'a dit que justement, pour la réponse, c'était un peu complexe parce que c'est celui qui est en cours, en préparation, quoi. Après, il y a plein de beaux souvenirs. C'est vrai que j'ai adoré le travail que j'ai fait sur l'Irak. En même temps, j'ai un film sur les bonobos qui a été un pur bonheur parce que c'est le film idéal où vous imaginez pouvoir filmer une naissance de bonobo, tout le monde rigole au moment du départ et vous le filmez dans les 2 premières heures de votre tournage. À chaque fois que vous voulez aller à un endroit, il y a ce que vous espérez trouver. Vous tombez sur des lumières magiques, sur des personnages extraordinaires et vous avez un moment de relation avec la nature intime, incroyable, avec ces bonobos, des heures à passer les yeux presque dans les yeux. Moi, je me souviens qu'un bonobo m'a pris par la main, m'a couché dans l'herbe et m'a tenu la main pendant plus d'1 heure. Et j'étais avec lui à 5 cm sans masque. Et il m'a épilé pendant 1 heure le bras. Il m'a ôté les poils du bras, il les a mangés d'ailleurs. Et j'ai eu cette relation extraordinaire avec ce bonobo pendant plus d'1 heure, un moment voilà, assez unique où on ne bouge pas parce que le bonobo vous tient la main, le bras, et qui peut, s'il le veut, il peut vous l'arracher. Mais il n'est pas du tout dans un moment de stress, il est dans un moment vraiment paisible et vous avez ce privilège de passer ce temps-là, les yeux dans les yeux avec un bonobo. Et pendant cette période, on se pose plein de questions et on se dit mais ce bonobo est tellement proche de nous et on se dit vraiment l'évolution est incroyable quoi. Et ce bonobo c'est notre frère et voilà, c'est vrai que c'était un moment très fort de mes tournages, de mes rencontres et j'y repense souvent. C'est sympa d'avoir ce genre de souvenirs. Je me suis un peu projetée en tant que vous à côté du bonobo quand vous êtes revenu là-dessus. Vous avez parlé de lumière magique. Qu'est-ce que vous entendez par lumière magique? Il y a des moments où on filme une séquence, on espère pouvoir filmer une séquence et puis tout se met en place. Et vous mettez longtemps à mettre la séquence en place. C'est pas très facile. Par exemple, sur le film sur les bonobos, je voulais filmer les mamans qui se consacrent aux jeunes bonobos orphelins, prennent les bonobos et leur apprennent à toucher l'eau, à ne pas avoir peur de l'eau. Bon, il faut savoir que le bonobo, il vit entre 2 fleuves. Et justement, s'il n'est pas nulle part ailleurs sur la planète ni en Afrique, c'est parce qu'il y a ces 2 fleuves qui sont des frontières naturelles. Et donc, ça le protège aussi peut-être d'autres espèces agressives, plus agressives, comme le chimpanzé. Mais ces bonobos donc, ont un rapport à l'eau où ils rentrent dans l'eau jusqu'à la taille, en se tenant toujours, mais ils ne vont jamais dans l'eau. Et donc, elle voulait leur apprendre le rapport à l'eau. Et bien évidemment, en mettant juste les pattes dans l'eau, les petits bonobos criaient, enfin voilà. Et vous organisez cette séquence, vous la préparez, et au moment où vous tournez cette séquence, la lumière de fin d'après-midi est là. Elle est magique, elle est posée sur ces mamans qui ont les bonobos dans les bras, qui jouent avec eux dans l'eau. Et vous avez un moment merveilleux que vous offre à la fois la séquence, la nature, le soleil,
Et voilà, ça, c'est un moment magique. Et on en a parfois très peu dans les films. Et il y a certains films comme celui-là où on avait tout le temps des instants formidables comme ça. Il n'y a pas un tournage qui se ressemble. J'ai souvent coutume de dire que quand un film commence bien, il va se continuer bien jusqu'au bout. Et quand un film commence mal, c'est la galère jusqu'au bout, y compris souvent financièrement ou en termes de production avec la chaîne, c'est compliqué. On arrive à aboutir, souvent épuisé, mais il n'y a pas de règle. Et chaque film est différent, chaque film a son atmosphère, chaque film a ses rencontres, et chaque film a son déroulé aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir forcer le temps. Il y a certains films qu'on ne pourra pas faire sur un temps de tournage fixe. Il faut savoir se donner du temps. Là, je viens de faire une enquête sur 1 an, plus d'1 an. Ben, on s'est donné le temps et on a le résultat à l'arrivée. Voilà. Donc chaque film a son rythme, chaque film a sa réalité, a son histoire. Et il faut faire avec le rythme du film, donc il faut le sentir. Et jamais forcer ce rythme, parce que si on force le rythme du film, on se plante et on rate son film. Voilà. Donc c'est aussi une leçon de vie, parce qu'on est dans une époque où tout va très vite, trop vite. Et ben là, je dirais la réalité de la vie, le documentaire, c'est capter la vie. Et ben, parfois, on ne peut pas faire les choses comme on a prévu en un temps donné. Il faut savoir aussi écouter son film et se mettre à son rythme. Surtout que vous captez la nature, donc mettre sous pression un élément, ça ne doit pas être très évident. Alors moi j'ai coutume de dire que la nature décide et qu'elle est généreuse ou non. J'aime bien utiliser ce terme. Des fois la nature est très généreuse, elle est sympa quoi. Et elle nous offre beaucoup de moments et puis des fois ça marche pas. Voilà. Quand on a fait plus ou moins 5 mètres, on est allé au pôle Nord canadien. On a pris beaucoup d'avions pour y aller. C'était un très long voyage. Et on est arrivé là-bas. Bon, on avait fait une bonne séquence avec des morses, donc le voyage n'était pas perdu. Mais quand on est arrivé pour filmer les ours polaires, on était en plein juillet. La glace aurait dû partir et elle était là. Et au contraire, le vent n'était pas le bon. Le vent poussait la glace vers la terre. Et on est allé à cet endroit pour filmer des ours. Et il n'y avait rien à faire, il fallait s'en aller. Parce que le temps, c'est de l'argent en tournage, on avait beaucoup de matériel, ça ne servait à rien de rester, parce qu'on n'aurait pas fait le film. Donc il a fallu rentrer, c'était un vrai échec, une vraie galère financière, et on est revenu 1 an plus tard, et là on a filmé l'ours polaire. Mais là, on ne peut rien faire, parce que c'est la nature qui décide. Et bon, la nature très perturbée, hein, parce que pour que la glace soit encore là à la mi-juillet, et que le régime des vents soit perturbé, c'est qu'il y a un problème. D'ailleurs, les Inuits là-bas n'avaient jamais vu ça, donc ni les moustiques d'ailleurs qui commençaient à arriver à ce niveau-là du cercle polaire. Ils constataient que pour la première année, il y avait des moustiques. Voilà. Et donc, ce constat du temps, de la météo perturbée, on l'avait vu partout sur ce tournage, on l'avait vu aux Açores. Quand on espérait filmer des cachalots, on était tombé sur une baleine bleue qui n'aurait jamais dû être là à ce moment-là de l'année, mais bon, on était très content de voir une baleine bleue, mais on était là pour les cachalots. Et partout où on allait, les gens nous le disaient. C'était vraiment un sondage sur la planète, puisqu'on a fait 10 voyages tout autour de la planète, et partout où on allait, les gens qui étaient là depuis toujours, qui avaient vécu là depuis toujours, faisaient le constat de la perturbation du climat. Et surtout, ils faisaient le constat de la perturbation du régime des vents. Et on voit bien que les vents ont une très grande importance sur les courants, que tout est lié. Et donc, moi, j'ai eu ce luxe de faire 10 voyages à travers la planète pour faire cette série, plus ou moins 5 mètres pour Arte. Et j'ai eu ce sentiment que tous les gens se parlaient à travers la planète pour dire la même chose. Voilà. Et donc, effectivement, la nature est perturbée, la planète est perturbée, et c'est pas une nouvelle, quoi, pour ceux qui en douteraient encore. Mais là, j'avais fait vraiment le constat in situ de ces perturbations de notre planète et des problèmes que ça pose en termes d'environnement, de vie,
de survie parfois, parce que il y a encore plein d'endroits sur la planète où les gens ont besoin de l'eau, ont besoin d'un puits alimenté, ont besoin de trouver la pêche ou les animaux au bon moment. Et toutes ces perturbations créent d'énormes problèmes de vie quotidienne, juste de survie quotidienne, pour trouver l'eau, pour s'alimenter. Est-ce que justement quand vous faites ce genre de voyage, donc vous partiez missionné par Arte, c'est ça? Oui. Cette fois, en voyant le discours de chaque personne, ça aurait pas été possible de faire un revirement et de partir sur un autre thème, par exemple, ou de capter des animaux? Vous partiez pour les ours. Ouais. Et si vous rencontrez d'autres animaux qui n'ont pas du tout à Ouais, faire, c'est possible en direct de faire un changement quand on est missionné par une chaîne ou pas vraiment? On peut, Si vous aviez on peut voulu s'adapter, parler de changement parce que climatique, par exemple. des fois on a des surprises heureuses aussi. Ouais. Et donc il y a des séquences qui arrivent là et s'imposent. Là je viens de faire un film sur les macaques en Thaïlande avec Cyril Rozo. On a fait ce film juste avant le confinement et on a eu le confinement pour le monter, donc c'était pas mal. Et par exemple, on a fait une petite séquence sur les langurs, magnifiques langurs du parc de Khao Samoriot en Thaïlande, parce qu'on avait des opportunités de pouvoir les filmer, que c'est un magnifique animal, et que voilà, ça nous fait une séquence dans le film, mais on est assez opportuniste, c'est-à-dire que si une baleine bleue se présente à nous et qu'on a la possibilité de la filmer, c'est le plus grand mammifère terrestre. C'est une rencontre de nature incroyable de voir une baleine bleue. Donc évidemment, on est là pour les cachalots, mais on va filmer la baleine bleue. Donc c'est sûr que des fois, la réalité du terrain nous fait des propositions et qu'il y a des séquences auxquelles on n'a pas forcément pensé et on va faire autrement parce que ça se présente. Voilà. Mais ça, c'est plutôt sympa parce que ça veut dire que on a des opportunités, qu'on a des moments pas prévus et que c'est comme un cadeau quoi, que nous fait la nature souvent et il faut prendre ces cadeaux et puis les utiliser. Ok, donc il y a quand même une certaine liberté. Bien sûr, le réalisateur a sa liberté. Au départ, on écrit un dossier de production, le diffuseur se fixe sur une idée, sur un scénario, sur un dossier, mais le dossier, c'est pas le film. Le film, c'est ce qu'on vit sur le terrain, c'est ce qu'on filme sur le terrain, c'est les rencontres qu'on fait sur le terrain. Et entre le dossier de départ et le film, il peut y avoir un décalage. Après, l'esprit doit être là, la promesse du film doit être là, mais on a quand même la maîtrise en tant que réalisateur de saisir les opportunités, de bénéficier des rencontres, et puis de modifier son film si on estime qu'on a pu aussi se tromper, parce qu'on a prévu de faire un film et la réalité du terrain nous dit autre chose. Ouais. Voilà. Alors, on a reçu des questions, donc notamment une de Armand Bémer, qui nous demande Dominique, quel lien établis-tu entre ton cinéma et la littérature? J'ai jamais pensé à cette question, merci Armand. La littérature, c'est beaucoup de la fiction, c'est du roman, c'est imaginer peut-être une histoire. Moi, j'essaye de filmer la réalité. Après, un livre, c'est aussi parfois de la réalité. Sylvain Tesson est un écrivain voyageur et il nous raconte une certaine réalité quand il parle de Vincent Munier, de La Panthère des Neiges, et qu'on lit son livre, on est dans une réalité documentaire, littéraire. Mais quand j'ai lu son livre, moi j'ai eu froid. Et je me suis mis à la place de Vincent Munier, qui était à moins 25 degrés, moins 30 degrés, en train de filmer La Panthère des Neiges. Ayant fait quand même un peu d'affût, sachant ce que ça représente, j'ai très très bien compris ce qu'il essayait de transcrire. Donc il y a des points communs, c'est évident, entre la littérature et le cinéma. On essaye de traduire une réalité, soit par les mots, soit par l'image, soit par l'image et les mots, parce qu'on fait de l'audiovisuel. Et je pense qu'on a des points communs, c'est évident. Je pense que si je rencontrais demain Sylvain Tesson, on aurait de longues conversations. Voilà.
comme j'ai pu en avoir avec Yves Pacalet il n'y a pas très longtemps, qui est plutôt un homme de l'écrit qu'un homme de l'audiovisuel, même s'il a aussi écrit des séries pour Arte. D'accord, donc merci Armand pour votre question. J'ai une question moi plus pour mon intérêt et peut-être celui des spectateurs. Vous êtes également membre du conseil d'administration de l'Institut européen d'écologie, comme vous l'avez évoqué. Ouais. Pourquoi avoir décidé d'entrer dans ce CA au sein d'une association alors que... Bon, moi j'ai un lien avec l'Institut par Jean-Marie Pelt au départ. Il se trouve que on se voyait pas si souvent que ça, mais il voyait un film, il m'appelait, il écrivait un livre, je lui en parlais. Et on a ensemble essayé de lancer une série autour des graines, de la bataille des graines. On a fait des productions pour France 3 Région ensemble. Donc on a un petit peu travaillé ensemble, mais pas ce que j'aurais aimé, quoi. Moi j'aurais aimé refaire l'aventure des plantes avec les moyens modernes, et on n'en a pas eu la possibilité. On en parlait, mais malheureusement il est parti un peu trop tôt, alors que moi j'étais vraiment parti pour relancer une série autour de ça, et qu'il avait très envie qu'on le fasse. Voilà. Avec le numérique, avec tout ce qui arrivait, la 4K, je pense qu'aujourd'hui on pourrait refaire la série de l'aventure des plantes d'une façon formidable. Voilà, donc on a eu cette relation épistolaire, ces coups de téléphone réguliers, et quand il est parti, je me suis dit, il nous a légué cet institut qui malheureusement à son départ était un peu une coquille vide, il faut bien dire les choses, parce que l'institut c'était plus que lui, Jean-Marie Pelt, mais il le portait encore de façon remarquable quand il en parlait. Et je me suis dit, voilà, il y a certainement quelque chose à faire autour de l'Institut. Et l'Institut européen d'écologie, pour moi, ça pourrait être un outil formidable au service de la cité. Ça pourrait être vraiment l'outil pour appliquer, pour installer l'écologie dans la ville à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'éducation, même des écoles, comme de l'action dans la vie quotidienne des Messins, et au-delà de Metz, de l'agglomération, de la métropole. Voilà, donc je trouve que j'ai eu envie que cet institut retrouve une vitalité, qui soit aussi un héritage de ce que portait Jean-Marie, et en même temps que cet institut, j'aimerais qu'il soit vraiment cet outil transversal au service du citoyen pour mettre l'écologie au cœur de la ville. Voilà, c'était ça l'idée au départ. Et donc quand on m'a proposé de faire partie du conseil d'administration, c'est ça que j'aurais aimé apporter, que j'aimerais apporter à travers la vie de cet institut. D'accord. Donc déjà un croisement au niveau du cinéma et de l'institut qui vous intéresse cette année, ouais. Puisqu'on vous a proposé d'être le président de l'édition 2020 du Metz Film Festival de la transition écologique, et vous avez accepté. Donc pourquoi? J'ai pas eu trop le choix. On vous a un peu forcé la main. Non, je suis très très heureux. D'abord, je suis très heureux d'être président de ce festival. Ensuite, je pense que c'est un festival qui a de l'avenir. Il y a plus trop de festivals de films d'environnement. Il y en avait un à Paris et il a disparu. Et je pense que Metz a toute sa place pour accueillir un grand festival de cinéma autour du thème de l'écologie. Pas forcément pour montrer le désastre du réchauffement climatique, etc. Pour montrer aussi des pistes, pour avoir une vision un peu optimiste aussi et positive de ce que peut être l'écologie. Parce que pour moi, l'écologie, elle ne doit pas être punitive, elle doit montrer un chemin, un cap. Et au contraire, pour moi, l'écologie, ça doit être réjouissant, quoi. Donc j'espère que ce festival va aussi amener des solutions. Après, il y a des films qui sont absolument nécessaires. On va programmer L'homme a mangé la terre. Moi, je trouve que c'est un film de Jean-Vert Vialet qui était vraiment un film qui est presque philosophique, qui interroge beaucoup. Donc il faut que ce festival, d'un côté, il montre les choses, il interroge,
Et d'un autre côté, il faut qu'ils montrent des solutions. Et puis l'écologie, pour moi, c'est pas seulement l'environnement, c'est un tout, c'est la solidarité, c'est vraiment le social au sens large. Et donc je suis très heureux qu'on puisse présenter le film qu'on a produit, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle J'irai décrocher la lune, de Laurent Boileau, qui est un film autour d'une expérience originale avec des personnes atteintes de trisomie 21 et qui vivent en autonomie dans des appartements dans la ville d'Arras. Ils ont chacun leur métier et en fait le but de ces appartements, c'est de les rendre autonomes. Et ça montre vraiment tout un débat autour de ce qu'on appelle l'inclusion. Et pour moi, l'inclusion, c'est vraiment important et ça fait partie de l'écologie. Donc, on va montrer ce film qui est pour le coup d'une grande humanité et j'espère que les gens viendront pour découvrir tous ces films sans penser qu'on va leur dire, leur faire la leçon et leur dire que c'est pas bien ceci ou pas bien cela, parce que je crois que c'est pas du tout l'esprit du festival. Le festival, c'est plutôt un agitateur d'idées, de montrer des initiatives comme ce film qu'on va diffuser avec Ushuaïa TV, là, qui nous parraine, qui s'appelle Il faut sauver les Alpes. Que faire de ces Alpes ultra polluées qu'on vante pour les bols d'air et où en fait la pollution se concentre. Voilà, là il y a des gens qui se posent la question, qui sont citoyens et qui cherchent des solutions souvent très simples pour pouvoir lutter contre toute la pollution qui se produit dans les Alpes. Vous avez évoqué notamment les partenariats. Est-ce que ce serait possible de revenir sur tous les partenaires que vous avez pu nous apporter pour cette année, parce que c'est quand même un grand chelem qu'on a réussi en ayant Ushuaïa. Donc je vous laisse les bon, j'espère qu'on va pouvoir tenir. Déjà, j'espère qu'on va pouvoir tenir la manifestation et que voilà, ce maudit virus ne va pas nous priver de ce festival. Mais je crois qu'on arrive à aller au cinéma, masqué, comme nous ce soir. Et effectivement, donc, il y aura une soirée avec Arte pour le film L'homme a mangé la terre de Jean-Robert Vialet, une soirée avec Ushuaïa TV autour du film Il faut sauver les Alpes. On va faire un moment fort avec l'équipe du film le samedi 21 à 16h autour du film J'irai décrocher la lune. Donc Éléonore, qui est un des personnages du film, viendra. Laurent Boileau, qui est le réalisateur, sera là. Et aussi le président de l'association Donup, qui a lancé cette initiative originale dans la ville d'Arras. Voilà, et on va essayer de multiplier comme ça un peu les rencontres, les moments de cinéma, et de faire bouger les idées, réfléchir un peu, découvrir, voyager, et j'espère que ce festival tiendra ses promesses, il n'y a pas de raison. Et c'est vrai qu'il a été un petit peu compliqué à organiser dans un contexte que tout le monde connaît, avec des manifestations qui partout sont supprimées. Et j'espère qu'on aura la chance de pouvoir accueillir le public. Pour revenir sur l'aspect social que vous évoquiez, c'est vrai que pour l'Institut, c'est très important le côté social et humain de l'écologie. Absolument. Et c'est pour ça qu'on avait débattu de l'intégration de ce film dans le festival. Et c'est quelque chose qui fait complètement partie prenante de l'esprit, parce que déjà les années précédentes, on avait fait des projets pour intégrer ce qu'on appelle des publics empêchés. Donc c'est un terme un peu fourre-tout, on va dire. Et justement, on essaie d'insérer des publics qui ne vont pas forcément au premier abord au cinéma. Et c'était complètement une bonne insertion dans le programme. Donc on en était très contents. Malheureusement, on ne pourra pas accueillir trop les scolaires, parce que ça ne se fait pas en ce moment. Donc ça, c'est un vrai regret. Cela dit, donc on a quand même maintenu le projet Youth for Planet. Donc si vous aviez pu voir des vidéos Youth for Planet l'année dernière, j'ai fait les interventions dans les écoles et on a beaucoup moins de classes, donc on en a 3 et on les aura le vendredi matin, si tout se passe bien, dans la plus grande salle. Donc il y aura largement un siège sur 2 entre chaque élève, donc ça aussi on en est très content.
Donc j'aimerais bien passer à une petite animation, donc c'est quelque chose qu'on fait à chaque fois, sur le même concept un petit peu que Combini, on va dire le Fast and Curious. D'accord. Et donc vous allez devoir choisir entre deux termes. Donc je sais qu'il y a des choix qui vont être très compliqués pour vous. Vous êtes obligé de choisir. Vous n'avez pas le droit de ne pas choisir. Ah, j'ai pas le droit de commenter alors. Non, pas le droit de ne pas choisir. Vous pouvez commenter. Ouais, mais le non-choix est interdit. Alors, producteur ou réalisateur? Réalisateur, c'est évident. Mais producteur pour pouvoir réaliser mes films. Voilà. Oui. Ensuite, documentaire ou fiction? Je crois que j'ai déjà répondu. Ce sera documentaire. Cinéma ou télé? J'aime bien les deux. Pour des raisons totalement différentes. J'adore le cinéma, la salle obscure. C'est un moment d'intimité, où on rentre dans un film, où on rentre en contact avec une œuvre qui vous interpelle, qui vous remue. Et ça, la télévision le fait, mais beaucoup moins fort. C'est pour ça qu'il est important d'aller au cinéma en ce moment, surtout dans cette période vraiment de virus. Et il faut sauver les salles de cinéma, donc il faut aller au cinéma. Et puis la télé, c'est génial, sur tous les supports aujourd'hui. On travaille beaucoup pour Arte, mais c'est vrai qu'Arte, on peut voir un documentaire aujourd'hui sur tous les supports assez facilement. La télévision, il y a le pire et il y a le meilleur. Le pire pour moi, c'est BFM TV, cette façon de faire de l'actualité de façon vraiment répétitive, de jouer sur la sidération des gens. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec les attentats. Pour moi, ça c'est le pire. Et puis, il y a le merveilleux dans la télévision. Il y a des documentaires extraordinaires, il y a des émissions formidables qui existent. Moi, je suis très fan de C'est dans l'air. Je trouve que c'est une émission qui aide beaucoup à décoder le monde compliqué dans lequel on est. Il y a plein d'émissions intéressantes. Si on veut se donner la peine, on peut toujours cracher sur la télévision, mais on a aussi une offre assez merveilleuse si on veut bien chercher les programmes sur les sites. Maintenant, on a quand même, grâce au streaming, cette invention géniale, on peut se faire sa propre télévision, on peut se faire ses propres programmes. C'est d'ailleurs ce que font les gens. Et Arte a beaucoup anticipé ça, a été le premier à offrir la possibilité de regarder cette télévision, non pas en direct, mais quand on le décide. Et maintenant, France Télévisions est en train de mettre en place une plateforme, France.tv, qui va aller vers ça aussi. Et je ne parle pas bien sûr de Netflix, etc., où il y a aussi des choses intéressantes. Mais il y a quand même possibilité, si on cherche, si on est sélectif, de regarder et de voir des choses assez passionnantes à la télévision aujourd'hui. Alors, je vais vous faire le dernier dilemme. Donc, puisqu'on parle de nature, vous êtes plutôt Koh-Lanta ou L'amour est dans le pré? Ni l'un ni l'autre. Donc là, le choix est fait. Je vois qu'on a des questions qui arrivent. Donc, on a notamment une question de Elsa Schweitzer. Oui. Donc, bonsoir. Est-ce que c'était difficile de créer une société de production principalement basée sur le documentaire à Metz? Oui, c'est très difficile. C'est très compliqué, c'est très fragile. C'est une industrie, parce qu'il faut parler d'industrie, pas du tout évidente. On n'a jamais gagné, en fait. On est toujours en train de se remettre en cause, de remettre sur l'ouvrage pour... On est toujours en train d'anticiper des projets. C'est pas du tout évident. Le marché du documentaire se restreint avec les budgets des chaînes nationales, budget en baisse sur France Télévisions, budget en baisse sur Arte l'année prochaine. Donc c'est de plus en plus difficile et compliqué. Donc nous, on a décidé d'aller vers des projets plus ambitieux, d'aller sur des chaînes nationales, même si on continue à produire par exemple pour France 3 en région, par nécessité d'abord et par envie ensuite, parce que c'est la même énergie pour produire un documentaire pour une chaîne locale ou pour une chaîne nationale finalement. Et donc autant aller chercher là où il y a les moyens de faire peut-être moins de projets, mais de les faire mieux. Mais c'est très compliqué, c'est vraiment
pas évident. On doit régulièrement faire des tableaux de trésorerie pour nos banquiers parce qu'il y a beaucoup de décalage entre la commande d'une chaîne, le paiement. Voilà, c'est assez infernal. Et donc ça, c'est la partie de mon épouse et de Julie. C'est pas toujours facile et évident. Ça peut réveiller la nuit aussi. Mais bon, c'est vrai que depuis 15 ans, on a aussi la satisfaction d'avoir produit beaucoup de beaux films, d'avoir un joli catalogue, je pense. Et puis régulièrement de faire des films qui sont quand même ou salués, ou primés, ou salués par la critique. Et d'avoir quelques réussites aussi. Donc heureusement qu'il y a tout cet aspect-là des choses qui nous fait accepter tout le reste. Mais l'aspect production lui-même est très très lourd, de plus en plus compliqué. Et produire en région, c'est pas évident. Donc nous, on a pris une adresse à Paris, il faut le dire. Et on ne peut exister que par Paris sur les chaînes nationales. Donc on a fait ce challenge aussi d'exister à Paris. Parce que malheureusement, le tissu industriel, on va parler comme ça, de cette industrie culturelle, est en train de se résorber comme peau de chagrin au niveau de la région. Autrefois, France 3 produisait une quinzaine de films en Lorraine, une quinzaine de films en Champagne-Ardenne, une quinzaine de films en Alsace. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 15 ou 16 films pour la seule région Grand Est, depuis qu'ils ont regroupé toutes les régions dans une seule région. Donc il y a une réalité économique qui fait que c'est très compliqué d'être producteur en région. J'ajouterai une volonté certainement du CNC de limiter le nombre de sociétés de production, ce qui fait que on va favoriser les très grosses sociétés de production parisiennes, on va favoriser les fusions, on va privilégier des gros projets qui pourraient être à l'international. Ça, c'est le grand mot d'ordre du président du CNC aujourd'hui. Et finalement, produire en région, c'est un petit peu comme tous ces débats qu'on a pu avoir autour des Gilets jaunes, de la décentralisation, du maintien de l'activité industrielle dans les régions. Nous, on est à la même enseigne et on est assez fragilisé par rapport à ça. Donc, produire en région devient de plus en plus compliqué, si on veut produire à l'échelle régionale en tous les cas. D'accord, donc merci Elsa pour ta question, j'espère qu'on y a répondu. Je vais faire maintenant un petit point sur le festival, balancer des petites infos pour ceux qui le souhaitaient. Alors déjà, donc, comme on a eu des questions par message ou dans les commentaires, vous avez pu le deviner, le festival est bien maintenu pour le moment. Et on est en train de retravailler le programme justement pour éventuellement l'arrêter avant 21h, donc pour pouvoir rester dans les cadres. Et donc au niveau du déroulé, on va lancer ça sur une semaine comme d'habitude. Et on commencerait le mardi avec une ouverture donc hors les frontières, donc ça c'est à confirmer. On avait le projet donc avant les annonces récentes d'ouvrir en Allemagne à Saarbrücken. Ensuite le mercredi donc on décale la soirée youtubeur qui se passait précédemment le jeudi. Et donc le nom des youtubeurs arrivera très bientôt et ils sont nombreux. Le jeudi, donc comme c'est la soirée du Beaujolais, on a préparé une petite surprise avec une soirée spéciale Beaujolais, des dégustations, un film sur le vin bio. Et enfin le vendredi l'ouverture et tout le week-end donc des films projetés. En ce qui concerne la sélection, donc le comité s'est réuni il y a 2 semaines maintenant si je ne me trompe pas. On a 14 films en compétition à peu près. On a des films français et des films internationaux, des courts, des moyens, des longs. Donc voilà, il y en aura pour tous les goûts. Et si vous avez encore des questions sur le festival, n'hésitez pas. De toute façon, les infos vont bientôt arriver. On prépare tout, la programmation, tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre des questions en commentaire et même nous contacter sur l'adresse Gmail Institut Européen d'Écologie. Voilà. Donc, si vous auriez un petit mot pour clôturer, Dominique Hennequin, cette rencontre, ces échanges. D'abord, je vous remercie. C'est sûr que c'est un honneur là, d'être président de ce festival dans ma ville, donc j'en suis très très heureux.
J'ai envie que ce festival aussi avance et se développe, avec Marianne Isler-Béguin, qui est la présidente de l'Institut européen d'écologie, toute l'équipe de l'Institut. Et puis, je dirais aller au cinéma. D'accord, donc surtout très important, si vous voulez que le festival reste vivant, allez au cinéma et soutenez l'économie locale, donc à Metz notamment. Merci à tous. Merci, à bientôt.